ce troisième numéro Lola Kayawele, un podcast réalisé dans le cadre du projet Utafuti Yamani du groupe d'études sur le Congo GEC et Ebouteli, son partenaire de recherche. Je suis Agenonga Chobert et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Sa Majesté Dikamoke Sadi, le chef de la chefferie de Malingindo, l'une des 3 chefferies de Dungu, territoire situé à la frontière avec la République centrafricaine, RCA et le Soudan du Sud. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité à participer au 3e numéro de ce podcast qui s'intéresse aux violences liées au pastoralisme et autour du parc national de la Garamba. En effet, Sa Majesté, les dynamiques sécuritaires dans le OLE de manière générale et dans votre entité de manière particulière sont marquées par des incidents sécuritaires récurrents liés au pastoralisme, c'est-à-dire à la présence des éleveurs nomades Mbororo et autour du parc national de la Garamba, une des aires protégées de la République démocratique du Congo, dont la faune et la flore en font l'une des plus importantes de la République démocratique du Congo. Sa Majesté, pouvez-vous présenter votre chefferie pour nous permettre d'avoir une précision sur sa localisation géographique notamment? Merci pour cette occasion qui m'est accordée. La chefferie Malingindo est située dans la partie nord-ouest du territoire de Dungu, dans la province du Haut-Ouélé, la République démocratique du Congo. La chefferie est limitée au nord par la chefferie Ndolomon, à l'ouest par la rivière Ouélé, en cheval de frontière de 2 territoires Nyangara, avec le groupement Zibi, et Poko, groupement Nakorda, au sud par la chefferie Wando, et vers l'est par le Sud-Soudan. Voilà un peu en bref la situation géographique de la chefferie. La Centrafrique qui se trouve à notre frontière avec la chefferie Ndolomon vers le nord-ouest. Sa Majesté, votre chefferie est l'une des entités où les Mbororo sont établis. Depuis quand avez-vous enregistré cette présence? Les Mbororo sont entrés dans le territoire de Dungu à partir de ma chefferie en 2003. Et depuis ce temps-là, nous avons commencé à faire des plaidoyers pour signifier que ces gens sont entrés sans documents ni autre chose. Et jusqu'à 2008, avec l'invasion de la rébellion ougandaise du Sud-Soudan, alors c'est de là qu'on a fui l'entité, laissé le Mbororo avec la LRA. Dans le précédent numéro de notre podcast, nous avions reçu M. Floribert Inga, ancien ministre provincial de l'Environnement du Bawele. Il nous disait que dans ces numéros, que le Mbororo était originaire de la République centrafricaine, du Tchad et de la Libye. Partagez-vous les mêmes éléments d'information? Oui, je partage les mêmes informations et j'ajoute aussi qu'il y a d'autres nationalités qui se sont ajoutées. Il y a le Camerounais, il y a un groupe qu'on appelle Zanzawid qui est provenu du Nord-Soudan et une partie aussi de ceux qu'on appelle les Libyens. Ce sont des braconniers qui, bien avant, même à l'époque de l'ancienne République, venaient pour chercher des ivoires au parc Garamba. Et puis, à ce temps-là, le gouvernement, à ce temps-là, avait fait un effort pour booster tous ses ennemis jusqu'à 2008. Alors, il y a eu un embrasement de la situation sécuritaire. Oui, outre votre entité, Sa Majesté, quels seraient d'autres territoires ou d'autres chefferies où les Mbororo sont présents? Les Mbororo sont entrés par la province de Bajouéré, pratiquement dans le territoire de Nyangara pour progresser vers le territoire de Dungu, la province du Haut-Ouélé. Actuellement, ils occupent presque une grande partie de chefferie dans le territoire de Ango, dans le territoire de Dungu, les 3 chefferies,
sont affectés. Dans le territoire de Niangara, il y a plus de 4-5 autres chefferies aussi qui sont affectées. Surtout pour le moment, la route qui mène pour que le Mbororo passe dans d'autres chefferies, territoires, ou aller au parc, ils ont un passage obligé qui passe de la chefferie Malinguindo de chez moi pour venir vers ces côtés ici. Et jusqu'aussi, le Sud-Soudan est affecté à la frontière parce que quelquefois ils font des incursions au Sud-Soudan, mais le gouvernement sud-soudanais fait un effort pour qu'ils n'entrent pas. Oui, si je comprends bien, Sa Majesté, vous avez dit que toutes les 3 chefferies du territoire de Dungu sont affectées par les dynamiques liées au pastoralisme. Et pouvez-vous nous présenter ces 3 entités pour nous permettre d'avoir davantage de précision là-dessus? Oui, le territoire de Dungu a 3 chefferies. La chefferie Wando, la chefferie Ndolomon et la mienne, la chefferie Malinguindo. Actuellement, la base, là où les Mbororo se sont installés depuis 2003, et occupe certains groupements, plus de 4 groupements, là où ils ont même fait partie de la population, c'est dans ma chefferie. Donc, ça c'est le groupement Lankorda, le groupement Zibi, le groupement Pindi et le groupement Nango. Alors, dans la chefferie Wando, ils occupent surtout la partie ouest. Ils ont même tracé une ligne qui est allée jusqu'à dans le territoire des Wacha, là où ils se trouvent maintenant en collaboration avec d'autres éleveurs. La partie aussi du nord de Wando, dans notre frontière avec le Sud-Soudan. Et dans la chefferie de Lomon, ils occupent pratiquement la partie ouest, nord, et à part le centre d'Orima, là où la population a refusé le marché, la grande partie pratiquement aussi occupée comme la mienne. Oui, si je comprends bien, Sa Majesté, vous avez dit que dans les Hauts-Wélé, actuellement, la présence des Mbororo se trouve dans 2 territoires, le territoire de Niangara et celui de Dungu. Est-ce qu'à part ces 2 territoires, la présence des Mbororo ne serait pas signalée dans d'autres territoires voisins, notamment Wacha et Faradje? À Wacha, oui, pratiquement. Les Mbororo sont passés par notre territoire pour atteindre Wacha. Ils étaient même jusqu'à Faradje. Mais de Faradje, ils ont eu des difficultés avec la population. Actuellement, il y a les Mbororo dans le territoire de Wacha. Aussi, une partie de Rungu. Parce que l'année passée, le Mbororo était jusqu'à Nangazizi, la chefferie de Nangazizi. Comme Niangara, maintenant que là où est basée une grande partie de Mbororo, là, c'est là de là que le bête traverse le territoire de Rungu pour ici, puis alors d'autres gens qui achètent vont avec ça dans des carrières. Et pourquoi, Sa Majesté, les incidents sécuritaires sont récurrents dans les entités où les Mbororo pèsent leur bétail? Et vous savez que les territoires de Dungu, où se trouve votre entité, est affecté également par ces dynamiques sécuritaires qui parfois prennent des dimensions violentes? Bien entendu, d'ailleurs, vous allez remarquer que depuis le dernier déplacement que je fais en 2008, les Mbororo sont restés là. C'était tout d'abord à cause de la présence Mbororo et LRA qui se sont coalisés. Je suis retourné en 2013 et comme la situation de la LRA avec les efforts du gouvernement a commencé à diminuer, ce sont les Mbororo maintenant qui étaient restés et puis qui se sont encore coalisés avec des rebelles centrafricains qu'on appelle les Sereka, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à menacer. Et ils vont même jusqu'à
dans le territoire de Niangara. C'est pour ça que chaque fois, et surtout dernièrement, il y a un mois seulement, un groupe de 17 assaillants ont dirigé une barricade sur la route d'Orima à 11. C'est très intéressant, Sa Majesté. Nous allons revenir très en détail sur la question de la LRA. Est-ce qu'on peut savoir les causes des incidents sécuritaires à travers les entités où les Mbororo sont localisés? Nous avons constaté que les incidents sécuritaires surviennent de manière récurrente dans les différentes entités où les Mbororo sont établis, notamment la vôtre. Quelles pourraient en être les causes? Les causes sont tout d'abord le problème de l'eau. Alors, les Mbororo refusent à la population d'accéder à des rivières pour faire la pêche. Ils refusent à la population d'accéder à la brousse pour faire la chasse. Parce que la population de ces contrées-là ne vivent que de la chasse, de la pêche, et aussi empêche la population de travailler le champ dans des endroits éloignés du centre. Alors comme ça. Et une des causes aussi, c'est qu'ils cherchent à manger par la force auprès de la population. Et aussi une quatrième cause, c'est parce qu'ils sont armés qu'ils prennent tout par force. Et au cas de refus de quoi, alors ils utilisent les armes. C'est pour ça qu'il y a eu des cas de tuerie causés par le Mboro. Pratiquement, j'affirme que maintenant, le Mboro constitue un groupe d'armées qui s'oppose à la population quand ils entrent en brouche-bouée, quand ils font le trafic. Oui, il y a quelques années, le gouvernement provincial du Haut-Uélé avait signé un arrêté portant mise en place d'une commission chargée d'identification des Mbororo. Peut-on en savoir quelque chose? Est-ce que la commission a fonctionné? Elle a été mise sur pied? Ou cette commission n'a pas été opérationnelle? Oui, en 2007, l'ancien gouvernement provincial de la province orientale avait mis une commission qui était pour identifier le Mbororo. Moi, j'avais fait membre de cette commission. Ça n'a pratiquement donné rien parce que le Mbororo, jusque-là, dans toutes les opérations organisées, n'accepte pas qu'il soit recensé. Et jusque-là, je sais que, je ne sais pas, à moins qu'une autre personne me prouve le contraire, nous sommes dans l'incapacité de connaître le nombre exact des Mbororo qui sont entrés. Là, c'est en 2007 que le gouvernement provincial de la province orientale de Mambré avait pris cette initiative. Mais en même temps, il y a 4 ans environ, le gouvernement provincial du Haut-Uélé avait pris une initiative similaire à travers un arrêté qui devrait permettre la mise en place d'une commission chargée spécifiquement de l'identification des Mbororo. Est-ce que cette commission a eu à effectuer ce travail qui lui était assigné? Non, pratiquement, cette commission n'a rien fait, surtout dans ma chefferie. Je ne sais pas si d'autres peuvent affirmer. Dans ma chefferie, cette commission n'avait rien fait. Et puis, le Mbororo, au contraire, présente des documents falsifiés ou bien reçoivent des commandes. Alors, même dans ma chefferie, nous n'avons jamais, depuis mon retour, on n'a pas eu de contact avec le chef Mbororo pour dire que non, ou bien une délégation qui est venue pour dire que non, il y a telle opération sur le Mbororo, jamais ça ne se fait. Alors le Mbororo circule librement comme ça. Est-ce que vous estimez que cette approche était la bonne, était mieux indiquée pour apporter des solutions à la problématique Mbororo? Donc le fait pour le gouvernement provincial de mettre sur pied une commission chargée d'identifier le Mbororo, c'était une bonne approche, à votre avis? Bien que le gouvernement avait planifié cette opération, nous les autochtones, on n'a pas été d'accord avec cette opération parce que c'était pour légitimer tout d'abord leur présence. Si les Mbororo étaient identifiés et puis
documenté, alors ça ferait encore plus de mal à la population parce que jusque-là, depuis leur arrivée, ils brandissent des documents ou des paroles que non, ils sont venus rester définitivement au Congo, ils ne peuvent pas partir. Aussi, ils prétendent dire qu'il y a une loi qui dit qu'un étranger qui est né sur le sol congolais est automatiquement congolais. Alors, même dans ma chefferie, j'ai dernièrement fait des constats qu'ils occupent des parties qu'ils ont réparties déjà comme leurs entités. Là où ils gouvernent, il y a leur chef Mohamed Tchad, qui est le chef qui chapeaute un gouvernement qui fonctionne dans un autre gouvernement. Pouvez-vous avoir des estimations sur le nombre de Sembororo et de leur bétail? Vraiment, c'est difficile. Pratiquement, chez moi, les Mbororo sont devenus plus nombreux que ma population. Avec le dernier constat que j'ai fait en mois de février ici, j'étais obligé d'aller tenter un peu d'entrer dans tout le groupement. Avec l'effort du gouvernement, du chef du gouvernement, le gouverneur Nanga Bassian, qui a pratiquement au début de l'année m'avait offert un poignet des agents de sécurité, des services spécialisés, et pour aussi faciliter mon retour au chef-lieu après plusieurs années d'exil. Alors, quand je suis rentré, je me suis donné le courage de sillonner un peu la chefferie pour constater ce qu'il y a. Mais j'ai remarqué que les 4 autres groupements là sont le nombre de Mbororo supérieur au nombre de la population jusqu'à aujourd'hui. Et le nombre de bétail est encore plus grand que ça parce que quand on parle ici en ville de Mbororo, on voit les animaux, tout ça, on pense que c'est une petite chose. Mais quand vous entrez pour vérifier dans les brousses, dans les endroits où ils sont, c'est une situation dramatique pour l'écosystème de notre pays, de notre région. Voilà, vous abordez déjà cette question. Vous avez dit qu'il n'y a pas de mécanisme d'encadrement de ces Mbororo. Alors, quel pourrait être l'impact environnemental du pastoralisme dans les OLE ou dans votre entité de manière particulière? En tout cas, je suis un peu très déçu parce que depuis l'existence de notre contrée ici, une telle dégradation de la situation écosystème ne s'est jamais produit. Donc, dans ma chefferie, je parle de ma chefferie Malingindo, avant 2008, j'avais plus de 4000 éléphants. Donc, ma chefferie était comme une réserve comparable au parc de Garamba. J'avais des espèces des animaux. Actuellement, tous les éléphants ont été exterminés par les Mbororo et les autres braconniers. Ça, c'est un impact sur le flore. Aussi, il y a un autre impact sur le rivière, le ruisseau, qui tarissent, et puis à cause de bêtes qu'on le fait marcher sur le rond des ruisseaux et d'autres choses. Même les forêts qui existaient ont été affectées parce que quand le Mbororo passe dans une forêt, alors après ça, ils mettent le feu. Et aussi, à chaque fois, toute l'année, il y a des périodes dans d'autres pays, on organise qu'on ne peut pas faire le feu de brousse à tel moment, tel. Mais actuellement, ils font le feu de brousse à chaque instant. Donc, c'est un impact aussi grave sur l'écosystème de notre région. Vraiment, même aussi sur la population. La population actuellement ne peut pas circuler librement dans les endroits. Si on pouvait savoir que dans d'autres pays, quand il y a des réfugiés ou bien tel groupe qui arrive, on identifie un espace bien déterminé là où ces gens peuvent rester. Mais actuellement, dans ces cas ici, les Mbororo n'ont pas d'espace déterminé.
ils sont libres de circuler partout, même ici des cimetières. J'avais fait un plaidoyer dans les années passées, là où ils avaient détruit la tombe du grand chef Malingi Ndo, dont la chefferie porte le nom. Et Sa Majesté, outre la question liée aux incidents sécuritaires que vous avez évoqués tout à l'heure par rapport au Mbororo, c'est aussi le parc national de la Garamba qui est affecté par ce phénomène. Et pouvez-vous nous parler un peu de ce parc, nous le présenter et son importance pour votre entité? Bien entendu, le parc de Garamba constitue pour nous un patrimoine de conservation des espèces, de tout. Et c'est de ces parcs que les éléphants qui se trouvaient aussi chez moi venaient, tout ça. Mais maintenant, avec la présence de Mbororo, le parc a été contraint de garder le petit groupe qu'ils ont dans l'espace seulement qu'ils contrôlent. Alors, un éléphant ou bien un animal ne peut pas quitter aujourd'hui le parc, aller jusque dans notre entité puis rentrer au parc. Quand il sort du parc, il est exterminé. Oui, alors, quelles sont d'autres activités illicites qui se développent autour et dans le parc de la Garamba, et quels pourraient en être les différents acteurs? Oui, il y a aussi, à part le Mbororo, il y a nos frères du Sud-Soudan qui font aussi la chasse illicite autour du parc de certaines personnes. Et bien que dernièrement, le parc s'est organisé, a fait des efforts pour maîtriser un peu la situation par rapport, parce que la fois passée, ce groupe partait librement jusqu'à entrer au parc. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Le parc essaie de protéger les limites du parc. Et ça aussi, c'est un effet vraiment appréciable. Le gouvernement a fait aussi un effort. Mais malheureusement, la côté qui reste, c'est notre côté-là. Parce que les effectifs de protection sont devenus insuffisants comme auparavant. Alors, c'est ce qui permet à ces gens, quelqu'un qui quitte le Centrafrique, il vient jusqu'au niveau du parc et il y rentre. Oui, comme déjà vous abordez cette question, vous nous avez dit que votre entité se situe à la frontière avec le Soudan du Sud, d'une part, la République centrafricaine et d'autre part. Et vous savez, ces pays sont en proie à des conflits armés depuis de longues années. Il y a des milices armées très actives dans ce pays. Est-ce que les dynamiques dans ces pays n'influent pas négativement sur la sécurité de votre entité? C'est exactement ça. Alors maintenant, la rébellion qui se trouve au Sud-Soudan, qu'on appelle les Palangaboro, ont déjà un impact sur nos frontières. Nos frontières, actuellement, c'est l'effort qu'on demande au gouvernement de le faire. Dans le temps, nous avions des postes frontaliers qui protégeaient l'entrée et sortie. Actuellement, il y a des espaces là où ces rebelles, ces groupes armés entrent facilement dans notre entité. Et surtout vers la Centrafrique, il y a le Seleka, le résiduaire LRA qui sont là, et le Mbororo, qui connaissent très bien le milieu depuis 20 ans. Ils ont tracé des routes, et c'est ces routes-là qui aident aux groupes armés de circuler et d'avoir des informations sur nos forces qui sont installées dans des endroits précis. Alors, comme ça a un impact grave. Donc, il faudrait que nos frontières soient protégées. Et puis, l'entrée-sortie de chaque personne, même si on avait des accords sur la libre circulation, ça ne se fait pas en désordre comme ça se fait maintenant. Alors il faudrait qu'il y ait une organisation de la protection de nos frontières à partir du Sud-Soudan jusqu'au Centrafrique. Donc ce sont des pistes et des solutions pour améliorer la situation sécuritaire dans votre entité. Ah oui, actuellement, si les frontières étaient sécurisées et que dans des endroits sensibles, on a des groupes on a des militaires, des forces de sécurité bien installées qui surveillent, alors, et que le Mbororo soit mis en ordre,
soit on les retourne dans leurs endroits habituels, comme ils le font, parce que nous ne savons pas. Une chose qui nous impressionne, l'entrée des Mbororo. Personne ne nous a dit que les Mbororo entrent comme les réfugiés sud-soudanais étaient entrés. Et on ne sait pas, avec toutes les décisions, dispositions qui ont été prises pour les retourner, les cantonner, tout ça, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui je suis ici malade, c'est presque à cause de ça parce que ma tête trouble, je ne sais pas comment diriger ma chefferie, rester en calme dans la chefferie. Merci beaucoup, Sa Majesté Dikamoke Sadi, de nous avoir éclairé sur la problématique du pastoralisme et des violences autour du parc national de la Garamba, une aire protégée située dans la province du Haut-Uélé. Je rappelle que vous êtes le chef de la chefferie de Malingindo, entité située dans le territoire de Dungu, à la frontière avec la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Auditrices, auditeurs, c'est la fin du 3e numéro de Lolaka ya Uélé, un podcast présenté par Agenonga Chobert dans le cadre du projet Utafuti Yamani du groupe d'études sur le Congo, GEC, et Ebouteli, son partenaire de recherche. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka ya Uélé. Au revoir.